après l'échantillonnage, effectivement, ces échantillons, on en fait quelque chose, on en fait des analyses. Donc au sein du RMT, dans les réflexions initiales, une question s'était posée, c'est celle des méthodes d'analyse et surtout des méthodes rapides. Alors on va voir ce qu'on appelle rapide, voilà. C'est surtout des méthodes qui permettent d'être efficaces, justement, comme on l'a vu là sur le terrain, pour répondre rapidement aux questions. Alors donc, comme précédemment, je vais vous présenter quels étaient les objectifs de ce groupe de travail, aussi la façon dont nous avons travaillé. Et puis vous allez voir en fait qu'on a travaillé surtout sur les mycotoxines. Donc il y a une petite partie de l'exposé au milieu qui s'appelle le cas des mycotoxines et de quoi parle-t-on. Et comme Émilie m'a demandé de faire vite, peut-être que ça on fera raccourci cette partie-là pour arriver finalement à l'information principale de la matinée, à savoir ce que l'on a mis en ligne depuis hier, donc tout récemment, notre fameux livrable de ce que l'on a produit pour justement fournir un outil intéressant, on espère en tout cas, aux différentes filières. Donc ce groupe de travail sur les méthodes rapides, les discussions sont venues effectivement avec tous les participants du RMT. Et surtout, il est apparu un besoin, une nécessité de pouvoir aider les différents opérateurs, comme on a vu, à identifier quelles méthodes rapides ils peuvent utiliser pour analyser ces contaminants chimiques, des méthodes qui soient appropriées à leur situation. Donc on l'a vu là, et nous parlait effectivement de méthodes bandelettes dans la petite salle blanche pour avoir des réponses rapides. Donc ces besoins, finalement, ce grand besoin et les sous-besoins qu'on va voir dessous, une fois identifiés, sont devenus les objectifs de travail de ce groupe. Donc les besoins, ce qui a été identifié dans nos différentes discussions, c'était de savoir avoir une photographie finalement des méthodes qui existent, qui sont disponibles sur le marché, afin de doser ces contaminants donc, dans les produits alimentaires et surtout pouvoir avoir quelques éléments de comparaison de ces méthodes. On peut avoir une liste, mais quelques critères d'évaluation étaient un élément important. En tout cas, un besoin important. Également, au-delà de l'existant, et donc d'autres objectifs aussi de ce groupe de travail, c'est arriver justement à connaître les méthodes qui sont en cours de développement pour commencer à se préparer et à les communiquer et à voir ce qu'elles pouvaient apporter, surtout de plus par rapport à l'existence. C'était surtout ça qui était important, si ça permettait de mieux répondre aux attentes. Et puis enfin, c'était aussi surtout d'identifier un certain nombre de manques possibles dans les moyens d'analyse. Il y en a, c'est sûr, on en connaît déjà, mais effectivement de les hiérarchiser et de savoir lesquels pourraient être travaillés pour développer, faire de la recherche et développement, pour avoir ces moyens donc, d'analyse rapide. Donc ce groupe de travail, déjà, il a eu une animatrice qui est donc Graziella Rigal, que vous verrez cet après-midi dans un atelier, qui vous présentera un certain nombre de choses. Et puis donc moi en fait je suis simplement le facilitateur, comme on dit, de ce groupe, à savoir qu'on s'est organisé comme ça au sein du RMT, dans le groupe de travail, avoir un facilitateur lié à la cellule d'animation du RMT, et puis une animatrice. Donc c'est Graziella qui a mené tout le travail, mais c'est moi qui tire les lauriers et qui vous présente aujourd'hui, mais vous pourrez la remercier aussi elle-même directement, pas de problème. Donc, les besoins donc, qui sont devenus nos objectifs, on a surtout travaillé sur le premier, qui était la question de disposer de méthodes rapides des contaminants, donc faire cet inventaire. Voilà. Donc, surtout, les discussions qu'on a pu avoir, c'était vraiment connaître toutes les possibilités qu'on peut avoir entre les mains et avoir des éléments d'analyse critique, donc des critères pour les comparer. Alors, comme précédemment, on a travaillé avec les fameuses méthodes post-it, surtout que c'est des méthodes post-it en ligne, parce que c'était pendant ces périodes où on ne pouvait pas se voir. Et donc, on a fait un certain nombre de séances de remue-ménage avec les représentants donc, des partenaires du RMT. Et en se posant on a travaillé autour d'un certain nombre de questions. Hein. Donc déjà, qu'est-ce que l'on attend d'une analyse dite rapide? C'est quoi, finalement? En plus, donc, des analyses pour analyser quoi? Quels composants? Quels éléments? Sur quelle matrice, donc à partir de quel denrée alimentaire. Et puis aussi, une autre question importante, c'est pour travailler où? On a vu la petite salle blanche tout à l'heure, où ça peut être aussi l'idée d'avoir des systèmes carrément embarqués en ligne. Voilà. Donc, contaminants chimiques de la chaîne alimentaire, ça représente beaucoup de choses. Donc, face à ces questions-là, et aussi parce qu'il y avait déjà des choses qui existaient un petit peu,
on a décidé, au sein du groupe de travail, de commencer déjà sur un type de contaminant que sont les mycotoxines. Donc, la mission qu'on a confiée, que s'est confié le groupe de travail à lui-même, finalement, c'était de réaliser cet inventaire des kits qui sont commercialisés en France, et aussi donc de pouvoir comparer leurs caractéristiques et leurs performances, sachant qu'un état des lieux a été fait il y a quelques années déjà, plus d'une dizaine d'années, et que depuis, il y a des nouveautés qui sont apparues, et puis il y avait besoin aussi d'aller un peu plus loin dans la question analyse des performances et des caractéristiques. Donc une fois qu'on s'était donné cette mission-là, il a fallu aussi travailler un peu, continuer, donc toujours pareil en visioconférence et avec ces systèmes de post-it ou d'autres modes d'animation. Et bien, pour faire cet inventaire des kits qui permettent d'analyser les mycotoxines de façon rapide, on a d'abord dû, et ça a été un travail assez lourd, de déterminer les rubriques, en gros les informations utiles qui peuvent être utiles aux opérateurs derrière. Ensuite, donc, une fois qu'on savait ce que l'on cherchait comme information, mais il a fallu les collecter. Donc on les a collectés grâce à la participation des différents membres du groupe de travail. Et aussi, chacun a pris son bâton de pèlerin et est allé voir un certain nombre de fournisseurs, de fabricants, pour leur demander directement les informations, parce qu'on peut en trouver certaines sur Internet, mais c'était aussi mieux d'avoir directement auprès de ces fournisseurs. Alors, je les remercie à la fin, mais déjà, effectivement, généralement, ils ont joué le jeu, ils nous ont transmis ces éléments-là. Une fois qu'on avait tout ça, il a fallu faire une synthèse de ces informations et spécialiste de base de données le sait, pour les informations, il faut pouvoir homogénéiser les accès, donc c'était aussi un petit travail. Bon, je le cite, mais nous on était vraiment un tout petit... ça n'a rien à voir avec ce qu'il nous a présenté tout à l'heure, mais voilà, mais en tout cas il fallait homogénéiser ces informations. Et puis, donc, une fois qu'on a fait ça, élaborer ce qu'on appelait le livrable. Donc, ces livrables, c'était d'avoir un outil d'accès simple, disponible en ligne pour que les opérateurs puissent savoir ce qu'il y a sur le marché et faire leur choix. Donc je vais vous passer ces quelques diapos là très rapidement, simplement. Donc on s'est focalisé sur la question des mycotoxines, et juste sur le bas de la diapo, vous avez les méthodes, deux types de méthodes. Donc les méthodes globalement dites chromatographiques, qui sont plutôt des méthodes de laboratoire, donc qui demandent des compétences techniques fortes et des équipements coûteux, qui sont généralement utilisés pour les confirmations des dosages précis, et également ce sont les seuls qui sont vraiment reconnus pour les dosages de conformité officiels des lots. Alors elles ne sont pas forcément longues, c'est pour ça que je dis, quand on dit rapide, parce que des fois ça peut prendre moins de temps. On parlait de 2 minutes tout à l'heure, bon, il y a quand même l'extraction avant les 2 minutes mais de chromato, mais voilà, donc c'est pas forcément moins rapide, mais c'est un type de méthode. Ce qu'on entend par méthode rapide, dans le cas des mycotoxines en tout cas, ce sont surtout des kits commerciaux qui permettent donc de tester ces mycotoxines, qui est soit d'une utilisation assez simple, facile, avec un tout petit laboratoire, comme on a vu tout à l'heure, qui soit relativement robuste et moins cher, en tout cas en investissement, et puis surtout d'une obtention rapide des résultats, surtout sur place, près des opérateurs. Donc c'est généralement utilisé dans le cadre d'autocontrôle, comme l'exemple précédent a été décrit, puis comme Didier le décrira probablement après. Et puis donc, bon, je passe sur les techniques. Voilà. Alors, les tendances actuelles, vous avez en dessous des critères, mais vous l'avez dedans. Bon, c'est valable pour les mycotoxines, mais ça pourrait être valable pour d'autres contaminants chimiques. Mais juste 3 points des tendances actuelles, en tout cas des attentes et ce qui est en cours de développement. Alors, il y en a une surtout, c'est la suppression des solvants organiques, parce qu'il y a forcément des phases d'extraction et des problèmes donc, de toxicité de certains solvants organiques. Donc, les fabricants de kits travaillent là-dessus. Ils commencent à proposer un certain nombre de choses pour ça. Et puis, autrement, les 2 autres tendances actuelles, c'est la question de la portabilité. Comme je disais, donc il faut vraiment pouvoir faire des tests sur site, au plus près possible des échantillons. Il faut une efficacité donc, en termes de temps et de coût, mais ça c'est toujours une marche en avant de ces côtés-là. Et puis il faut que ces méthodes restent robustes, et donc c'est-à-dire qu'elles soient justes et puis qu'elles soient répétables. Même si c'est que pour l'autocontrôle, il faut quand même avoir une certaine fiabilité. Et puis l'autre tendance spécifique dans le cadre des mycotoxines, c'est d'arriver à faire de la détection multitoxine à partir d'un seul échantillon, d'une seule extraction, voire d'un seul kit à multiples facettes, ce que l'on fait avec les méthodes chromatographiques. Et donc là, c'est aussi, donc on voit apparaître aussi de plus en plus progressivement sur le marché des systèmes qui permettent de détecter plusieurs mycotoxines en même temps.
Alors là, je vous ai revu juste cette diapositive pour vous parler un peu des comparaisons des différents types de méthodes. Donc j'ai pris ça dans un article qui est disponible, parce que vous avez effectivement les trois types de méthodes. Vous avez les méthodes de type mesure directe, donc qui sont notamment les méthodes dont a parlé Gaude tout à l'heure. Et puis aussi vous avez les mesures indirectes qui sont en rouge. Voilà. Et puis les kits qui sont plutôt basés sur les réactions immunochimiques, donc on appelle les kits mycotoxines. Alors cette représentation vous montre effectivement les trois axes importants, la rapidité d'analyse en bas, vers le haut le coût, et puis bien sûr les performances des méthodes. Alors vous avez le petit point jaune tout à fait à l'extrémité, qui est la méthode idéale, qui ne coûte pas grand-chose, et qui est très rapide, et puis qui a une grande performance. Les méthodes, les kits mycotoxines, en fait, on les voit, c'est les parties bleues, donc ils se trouvent au milieu de ce système-là, donc ils sont très utiles, mais ça ne permet pas, effectivement, donc ils n'ont pas forcément la performance qui permettent d'avoir des mesures sûres. Bien sûr, ils sont un peu moins rapides simplement une observation visuelle ou l'utilisation de systèmes physiques pour compléter ces observations visuelles, et donc ils ont quand même un certain coût malgré tout. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que l'on a fait? Alors je passe à la suivante rapidement. Donc le résultat de tous ces quelques mois de travail en visioconférence et puis de différents contacts, qui est disponible, donc, comme je l'ai dit, depuis hier sur le site du RMT, donc vous avez effectivement le lien ici. C'est un tableur, donc sous forme de tableau Excel, de façon très simple. Alors, ce tableur, il se présente, la partie du bas, je vais la détailler sur les diapos d'après, donc avec au début quelques informations générales, puisque quand on a trié les informations utiles, on s'est rendu compte qu'il y en a certaines qui étaient un peu récurrentes, et que finalement, tous les kits cochaient ces éléments-là, à part quelques petites exceptions, donc vous les avez ici. On parlait du coût aussi tout à l'heure, j'ai parlé du coût, donc en gros, vous avez une fourchette de prix, donc qui est assez large, on voit de 6 à 16 euros par analyse. Voilà, c'est une estimation, sachant que un kit permet de tester plusieurs échantillons, par exemple. Voilà, donc vous avez ces informations générales, et puis après, donc le tableau, avec ici un exemple. Alors, ce n'est pas le dernier tableau, je vois qu'il y a encore des choses qui restent justement non homogénéisées entre les réponses oui ou non adaptées, d'ailleurs. Ça a été rectifié depuis, donc sur le tableau en ligne, ça marchera comme il faut. Donc, avec le contaminant, donc là, ici, c'est l'exemple des fumonicines. Les informations qui étaient importantes, c'est sur quel type de produit on peut faire ces analyses. Mais également aussi, donc ça, c'est les types de produits sur lesquels les analyses peuvent être faites. Et puis, quand même, certains fournisseurs ont fait des validations sur des matrices, donc vous l'avez sur la troisième colonne. Une question qui était importante aussi de pouvoir répondre oui, non, c'était est-ce que c'est une méthode qui est plutôt destinée aux analyses coup par coup. Bien sûr, on parlait c'est important parce qu'il y a des aspects réglementaires pour ces mycotoxines, donc il faut que la méthode quand même puisse rentrer et permettre de détecter à des concentrations qui soient compatibles avec les valeurs réglementaires. Donc le domaine de mesure est un élément important. Le type de technique, donc effectivement, c'est surtout deux types de techniques, Bandlet ou ELISA, mais vous le verrez cet après-midi en atelier. Graziella vous en reparlera de ces éléments-là. Les conditionnements, ça peut être effectivement un élément aussi important, et avec aussi l'histoire de la conservation qu'on a vue, et puis surtout des questions aussi de besoins matériels, qu'est-ce qui est nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre ce type d'analyse, puisque le kit ne comprend pas tout, quelques éléments aussi, comme les centrifugeuses, ou les lecteurs qui sont fournis, de microplaques qui sont fournis ou pas, pas par le fabricant. Voilà, donc il y avait d'autres éléments aussi. Vous voyez, par exemple, j'en parlais des solvants, nécessité de travailler sous hôte à solvant, voilà, le problème de ces solvants toxiques qu'on cherche à éliminer. Le temps aussi était un élément important. Donc, bien sûr, on a précisé, parce que pour l'échantillon, il doit être préparé un petit peu, notamment broyé, lorsqu'on a du grain qui arrive. Voilà. Donc là, on l'a sorti de ce temps-là. Et puis, donc, enfin, vous avez finalement, vous savez quel est le produit, le nom du produit, du fournisseur, une référence, et puis aussi le site internet des fiches qui correspondent à ces différents produits. Donc ça, c'est un tableur qui est donc disponible ici, donc sous forme de tableau Excel. Donc si vous manipulez bien les tableaux Excel, vous pouvez essayer
faire vos propres interrogations avec un certain nombre de mots, etc. Et puis on est allé un tout petit peu plus loin aussi, c'est qu'on a créé aussi donc, un outil d'interrogation par filtre. Donc toujours pareil, qui se trouve sur le site à côté du tableur complet. Donc là, c'est avec un système en ligne disponible. Donc ici, j'ai mis aussi le cas des fumonisines, donc une interrogation par fumonisine. C'était le premier filtre, qui sont le type de contaminant. Le second filtre, ce sont des analyses ponctuelles ou en série. Et un troisième filtre qui est le type de produit à analyser. Et vous avez effectivement, donc, avec les exemples qu'on avait pris tout à l'heure aussi, ce qui ressort ici, en prenant effectivement, si j'ai analyse, en prenant aliments pour animaux, voilà, fumonisine et aliments pour animaux. Alors vous avez d'autres éléments qui sortent dessous, mais vous avez effectivement simplement les lignes, du document, du gros tableau Excel qui apparaissent ici. Bon. Voilà, donc ça c'était la présentation du résultat de notre travail. Donc le groupe continue, parce qu'au-delà des mycotoxines, il y a d'autres aussi composés, donc on va s'attaquer à ces questions-là maintenant. Donc je remercie donc effectivement tous les participants à ce groupe de travail qui viennent donc de différents partenaires, et puis aussi quand même les fournisseurs qui ont joué le jeu et puis qui sont aussi intéressés par l'outil. Donc dès que l'information sera diffusée, ils iront le voir, et surtout on va essayer d'avoir des mises à jour régulières de cet élément-là, justement, parce qu'il y a des choses qui sont sur le point de sortir ou pas. Voilà, et donc après, je vais passer pour le témoignage la parole à Didier, s'il veut bien, ou si vous avez déjà quelques questions sur cette partie-là. Oui, d'accord. Voilà. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste quelques mots sur Océalia. Donc on est une coopérative agricole basée à Cognac, avec un peu plus de 10 000 adhérents agriculteurs, 1500 salariés dans le groupe, puisque le groupe, il y a une partie coopérative, on a une grande partie, vous vous en doutez, vitivinicole dans le Cognac aussi. On a un réseau de jardinerie également. Aujourd'hui, on fait... sur une année normale, 1,5 million de tonnes de céréales, une grande majorité blé. Grosso modo, c'est un tiers de blé et un petit tiers de maïs qui tend à diminuer un peu. Et puis après, tout le reste des céréales, orge, tournesol, colza, tout ce qu'on peut trouver en termes de céréales. On a une petite particularité, c'est qu'on fait aussi pas mal de maïs popcorn, avec des problématiques, j'en parlerai tout à l'heure, qui sont... peut-être un peu plus présentes aujourd'hui dans le popcorn, mais qui vont arriver, je pense, sur le maïs conventionnel dans quelques années. Voilà. Et puis, on a une spécificité, ou pas, comme beaucoup de coopératives, c'est qu'aujourd'hui, on intervient sur 8 départements. Donc, tout l'ancien Poitou-Charentes, tout l'ancien Limousin et le nord de la Dordogne, avec 340 implantations. Donc, on a une collecte qui est vaste, qui est complètement... hétérogène, avec des terroirs différentes, avec des problématiques de météo totalement différentes, avec la nécessité de s'adapter. Moi aujourd'hui, je suis très très content de la matinée. Enfin, les deux groupes de travail, j'ai d'autres collègues OS qui sont là. Échantillonnage, kit rapide. On attend ça depuis des années, d'avoir quelque chose d'un peu structuré. Nous, en interne, on a fait le job cette année. On a fait 2 groupes de travail. Un échantillonnage, parce qu'on avait cette difficulté d'avoir des échantillons homogènes, et on avait des résultats totalement différents d'une analyse à l'autre, ou suivant où vous les prenez, et c'était un peu compliqué pour les mises en marché. Donc, je vais me pencher sur les livrables rapidement pour voir un peu comment on va faire. Donc, c'est une vraie attente. Et puis, on est nous aussi en train de se poser la question sur ces kits rapides mycotoxines, de savoir un peu qu'est-ce qu'on va mettre en place. J'ai eu la chance d'avoir un laborantin depuis le mois de janvier, donc on est en train de voir comment on va se réorganiser en interne et de savoir qu'est-ce qu'on fait. Aujourd'hui, on fait du kit bandelette, avec un fournisseur,
avec qui ça se passe bien. Et on s'est dit, on va regarder un peu ce qui se passe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à part se dire, on demande à tous les fournisseurs de pouvoir tester leur méthode. Aujourd'hui, on n'avait pas de livrable où on pouvait comparer rapidement et faire un choix. Donc c'est vrai que pour nous, c'est important d'avoir quelque chose de rapide, de robuste. Moi, j'ai la chance d'avoir un laborantin, mais on a beaucoup d'OS où c'est des saisonniers qui viennent faire les analyses et il faut quelque chose qui soit relativement simple pour l'utilisation. On a eu la SICA tout à l'heure. Nous, on se doit, notamment vis-à-vis de la SICA, de leur livrer des choses où il n'y a pas de mycotoxine. En tout cas, on est en dessous des seuils et on n'a pas forcément le temps en collecte d'envoyer dans un laboratoire, d'attendre 15 jours, quand ils travaillent vite. Je regarde. Non. En pleine collecte, on n'a pas forcément l'analyse mycotoxine en 48 heures. Et c'est vrai qu'on a besoin de dégager et d'envoyer sur les ports. Donc c'est vrai qu'on a besoin d'avoir, alors pas forcément une valeur précise, mais en tout cas une estimation de la teneur en mycotoxine et de se dire, OK, le lot, il est conforme, on peut l'envoyer. Celui-ci, on a un doute, et ben on va le stocker un peu plus longtemps, l'envoyer l'échantillon en analyse officielle pour avoir une validation et de se dire, OK, au final, on peut l'envoyer. Ou alors, on sait qu'on est au-dessus. Ça nous arrive de temps en temps d'avoir des lots sur des endroits précis où il y a une météorologie un peu différente, d'avoir des seuils élevés et de se dire, OK, bah, ce lot-là, il faut qu'on trouve un débouché. On ne peut pas le faire en alimentation animale, on va l'envoyer en alimentation. On ne peut pas le faire en alimentation humaine, on va le faire en alimentation animale parce que les seuils sont aussi plus élevés. Donc c'est vrai qu'on a besoin, souvent en collecte sur de la donne, Zéa, fumonisine, et puis le reste de l'année, on va aller faire un petit peu plus de cratoxine A sur nos stockages pour voir un peu comment évoluent les conditions de stockage avec toujours un petit peu de donne. Et c'est vrai qu'on va balayer ces spectres-là régulièrement sur les mycotoxines et on a besoin de s'assurer. Donc c'est vrai qu'avoir un livrable avec un comparatif et de se dire, OK, nous aujourd'hui on est en bandelette, on se pose la question de passer en kit ELISA. Voilà, c'est une vraie question aujourd'hui. C'est pas tranché, donc ça va. Mais voilà, on a ça. Et puis on a, je l'ai dit sur le popcorn, des nouvelles problématiques qui arrivent. Et c'est vrai que là-dessus, il y a un boulot, ça va être les alcaloïdes du datura. Aujourd'hui, c'est nous sur le popcorn qui part en alimentation humaine, c'est la bête noire. Alors on fait autrement. On fait arracher tous les pieds de datura dans les champs, comme ça on n'est pas embêté. Mais c'est un gros travail. Et aujourd'hui, on n'a rien pour tester et valider que le travail a été bien fait et qu'on est exempt d'alcaloïdes, d'atropine et de scopolamine. Donc ce travail sur le popcorn, il est fait parce qu'il y a une plus-value et qu'il y a quelque chose. Il n'est pas forcément fait sur le maïs conventionnel aujourd'hui, mais c'est vrai que demain, si on avait des kits alcaloïdes, on irait en faire sur nos maïs puisque on a quelques filières où le maïs part en amidonnerie avec des coproduits drèche, tourteaux qui vont concentrer les alcaloïdes et où les fabricants d'alimentation du bétail viennent un petit peu regarder ce qui se passe dans ces coproduits. Et nous, aujourd'hui, à part aller envoyer l'échantillon au laboratoire, on n'a pas de visuel rapide dessus. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi une vraie attente. Et puis l'autre attente qu'on a, alors elle existe, on n'a pas testé parce que la demande vient un petit peu, alors on attend qu'elle soit beaucoup là pour essayer de travailler. C'est la recherche de gluten sur sarrasin, sur maïs. Voilà, le gluten est dans la liste des allergènes. Et aujourd'hui, il y a des filières, notamment le sarrasin, qui sont là pour les gens qui sont allergiques au gluten. Et on nous demande d'aller chercher sur des kits rapides des traces de gluten sur nos produits. J'avoue qu'aujourd'hui, on ne s'y est pas mis, mais je pense qu'il va falloir qu'on s'y mette aussi. Et voilà, aussi de savoir un peu quel est le test le plus performant ou celui qui va nous apporter une meilleure rapidité, une meilleure robustesse. C'est un exemple d'émergence. C'est un exemple d'émergence, c'est vrai que c'est... Non, mais c'est vrai, c'est assez récent et j'ai pas 50 demandes par an, mais les clients meuniers qui font du sarrasin aujourd'hui, qui ont spécialisé leur moulin en disant on fait que du sarrasin, on s'évite les problèmes d'allergènes, et aujourd'hui ils viennent nous demander vous en êtes où. Alors de temps en temps on envoie un échantillon au laboratoire pour dire faites-nous les traces. Si demain on était capable de dire ok, on a un test rapide où on peut estimer un peu notre risque, l'idée c'est d'avoir ce risque et d'estimer le risque qu'on a. Voilà, effectivement on serait aussi preneur. Donc en tout cas pour nous les tests rapides
C'est quelque chose d'important, de nécessaire aujourd'hui pour caractériser nos risques et savoir derrière ce qu'on peut mettre en place. Donc moi, je ne peux que vous encourager à continuer. Voilà, aussi bien l'échantillonnage que la mycotoxine, puisque on peut avoir des tests positifs avec un mauvais échantillonnage aussi. Donc les deux sont très liés, sont très imbriqués chez nous. Donc c'est vrai qu'on a ce besoin d'avoir un peu de biblio, alors, je ne vais pas dire officiel, mais qui ont de la valeur en tout cas. Et je pense qu'on est attentif. Et alors, je n'ai pas dévoilé grand-chose. Je suis allé voir effectivement les liens, parce que j'ai eu le droit d'avoir la petite présentation en avance, et je suis allé voir sur le site, et je fais « Maman, je ne trouve rien ». Donc voilà, maintenant je sais que ce soir en rentrant, je vais pouvoir aller voir les livrables, et je pense qu'on est pas mal ce soir à aller le faire. Voilà. C'était pas encore mis en ligne quand j'y suis allé, voilà, donc j'ai dit « mince, maintenant ça l'est, je vais pouvoir y aller ». Voilà le témoignage que je pouvais apporter pour ma part. Question pour Monsieur Savoie. Est-ce que ces kits, est-ce qu'il nécessairement il y a une reconnaissance de COFRAC ou pas? Est-ce qu'ils ont l'obligation d'être... Je vais retransmettre la question à Graziella qui va répondre. Alors, il y a très peu d'utilisateurs de kits qui sont accrédités COFRAC, effectivement, notamment sur des kits ELISA. Ça pourrait être sur le bandelette. Être accrédité COFRAC, c'est une démarche volontaire du laboratoire. Après, ça va être aussi dépendant de la demande client, puisque c'est un engagement aussi financier, plus effectivement du technique. Donc là, quand on fait un bilan de ce qui existe sur le marché, le terme COFRAC n'apparaît pas, puisque c'est une démarche laboratoire. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Juste pour compléter, c'est vrai que nous, les kits bandelettes, en début de saison, on va en faire 7, 8, 10 et on va envoyer les échantillons au laboratoire pour s'assurer que nos bandelettes soient à peu près bien calées, que l'opérateur qui les fait la bonne méthode et que le reste de la collecte, on va pouvoir être à peu près sûr des résultats qu'on a et qu'il n'y a pas de grande différence. Ouais, bonjour, Sylvain Novakit, fournisseur de kits. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez par rapport au gluten. Avec l'évolution des pratiques culturales et la diminution des intrants en azote, on a maintenant des couvertures d'hiver qui se font en lupin, qui se font en moutarde, et donc des repousses et qui viennent devenir des nouveaux contaminants dans les céréales. Donc vous citez le gluten, est-ce que vous vous attendez à avoir ces demandes de la part de vos clients et justement après des surveillances de ces nouveaux contaminants qui sont moutarde, lupin, dans les céréales classiques, blé, par exemple? Oui, on a déjà été questionné par quelques meuniers sur notamment les couverts à base de moutarde et où on en était dans ces couverts-là. On n'a pas aujourd'hui fait de recherche, sincèrement, sur les traces lupin et moutarde parce que on n'était pas forcément embêtés, voilà. Mais je pense que oui, à l'avenir, on va avoir des questionnements sur des filières très spécifiques. En tout cas, tout ce qui va être meunier, on va venir nous demander où on en est. Et certainement, un jour, de pouvoir fournir des analyses laboratoires. Nos kits ne suffiront pas. Il va falloir qu'on mette ça, nous, dans nos panels d'analyse, d'aller chercher les allergènes, moutarde, lupin. Je pense qu'on va y venir. Juste en complément là, justement sur la partie agritox. Donc en fait, on a fait un peu un travail équivalent sur les méthodes rapides de détection et sur les méthodes de quantification, donc physico-chimiques, mais aussi méthode bandelette et kit ELISA. Et c'est un des rendus qui va être mis bientôt en ligne. Donc c'est un peu un travail en double, mais où il y aura plus donc au niveau fournisseur et kit, plus européen là, du coup. Et on avait aussi trié en fonction des différentes caractéristiques des différents kits. Donc peut-être que d'ici quelques semaines, ça va être mis en ligne directement sur le site d'Agritox. Voilà. Que de bonnes nouvelles alors. Qu'est-ce qu'on va être gâté? Qu'est-ce qu'on va avoir comme lecture? C'est bien. J'ai une question qui est arrivée. Attendez. Voilà, qui est arrivée à distance, là, ceux qui nous suivent à distance. Pour experts, je ne sais pas qui pourra répondre. Des fournisseurs essaient de nous vendre de la fluorimétrie
ou de la photographie et intelligence artificielle, comment croire que ces méthodes aient la performance suffisante pour des PPB? Je ne sais pas qui peut répondre à cette question. Quand il est là, hein. Je me doutais que ça serait vers toi. Alors effectivement, on a eu des contacts avec notamment une société qui pourrait utiliser le pixel, on va dire, pour la quantification même, je dirais, enfin au moins la classification sur céréales, notamment en donnes, de cette... comment dire, c'est pas facile à exprimer. En fait, c'est lié à la photographie, effectivement, en utilisant des algorithmes. Il pourrait prédire des classes de contamination en donnes. Donc, pour le moment, on n'a pas de recul sur la situation et c'est pas commercialisé. C'est tout ce que je peux dire. Moi, j'en ai apporté un. On a testé des appareils sur de la fluorimétrie qui a été sur le marché, qui est toujours sur le marché d'ailleurs. Voilà, ça peut être intéressant aujourd'hui. Voilà, nous on n'a pas forcément donné suite. Voilà, on est revenu à la bandelette qui a le désavantage de nécessiter un broyage, mais qui avait en tout cas pour nous des résultats qui étaient un peu plus satisfaisants.